séquence de questions, si tous les intervenants peuvent redescendre. Et on va faire, disons, un quart d'heure de questions, une ou deux questions par intervenant. Soyez polis, posez des questions à tout le monde. Normalement, le rouge, voilà. Donc, le rouge fonctionne correctement. Les premières questions pour François. Non, mais attends, juste une chose. On a collecté normalement, alors je vais juste sonder du côté de la modération. Est-ce qu'on a collecté des questions en tant que telles ou est-ce qu'on a eu du live tweet et uniquement du live tweet? On a eu beaucoup de live tweet, quelques trolls qui ont couru un peu comme dans la salle. Des trolls. Oui, on a eu quelques trolls qui ont couru un peu comme dans la salle. Une invitation à passer des annonces pour profiter du mur. Voilà. Et puis sinon aussi, peut-être une question, quel avenir pour le Véritomètre après la présidentielle? Celle-là était vraiment pertinente. Donc on retiendra celle-là du côté du web. Ouais. Quel avenir pour le Véritomètre après les présidentielles? C'est une bonne question. On est en train d'y réfléchir. En fait, l'idée qu'on avait au départ, c'était de prolonger le Véritomètre sur les 5 ans, donc fact-checker la parole politique, la parole du président. Et là, on est en train de vérifier tout simplement si notre matière, au départ, nous, on était basé que sur les propositions chiffrées ou chiffrables, quand on avait par exemple le chômage explose ou ce genre de choses. Et on pense que le discours va beaucoup changer entre le discours des candidats à la présidentielle et le discours maintenant des ministres ou des secrétaires généraux à l'Élysée. On pense qu'ils vont citer moins de chiffres, donc on est vraiment en train de réfléchir à comment on adapte le Véritomètre, est-ce qu'on fact-check l'opposition aussi, etc. On a plein de questions, donc pas beaucoup de réponses à vous apporter aujourd'hui, mais restez connectés, on en aura sûrement accès. Juste par rapport au Véritomètre, bonsoir, Gilles Bruno, observatoire des médias.com. Moi j'ai posé la question pour la personne qui a posé la question sur le Véritomètre, la responsable du nouveau contenu de Canal+, lors de UbiQ qui était là. Et en fait, la question principale des chaînes de télévision, c'est l'altération du signal. Donc, grosso modo, les chaînes de télé n'aiment pas avoir quelque chose en plus de leur image. Et justement, Sylvain Lapoix, ici présent, du Véritomètre également, faisait cet appel lors de Hack the Newsroom il y a 2 semaines. Et en fait, les chaînes de télévision ont peur et ne veulent pas, et donc se rabattent vers le second écran, à savoir l'iPad. Donc grosso modo, les télés ont beau être super connectées, on attendra très longtemps avant d'avoir du data et des tweets, ne serait-ce super modérés, en live sur une grande quantité d'émissions, et certainement pas sur des choses politiques, parce que là, il leur faudrait 400 modérateurs avant d'avoir des choses intéressantes. Le seul truc qu'on a actuellement, c'est, je crois, enfin j'en vois pas beaucoup d'autres, c'est l'émission de France 5 et puis l'émission de France 2 avec... Les questions voilà. Non, et là... Non, pardon, je suis désolé Loïc, c'était une réponse. Il y a d'autres questions pour les intervenants. Ils vous ont fait l'exercice d'être concis en 6 minutes 40 sur la présentation du projet. Donc 6 minutes 40, c'est forcément frustrant. Donc je pense qu'il y a forcément des questions pour approfondir ce qui a été présenté en 6 minutes 40. Non, pas de questions aussi. Bonsoir, merci pour les présentations. Dans tout ce qui a été montré, en fait, à chaque fois, on partait d'un jeu de données statique. Un jeu de données qu'on connaissait bien, qu'on avait indexé, qu'on avait trié, nettoyé. Mais j'ai l'impression que maintenant, la plupart des jeux de données sont dynamiques. En fait, les données sont mises à jour en continu. Et qu'est-ce que vous en pensez, à votre avis? Quels sont les impacts sur le design et sur l'interaction que ça peut poser? Je réponds parce que j'ai le micro. Nous, c'était justement une question qu'on avait parce que notre projet était de durer, le Véritomètre, on savait que ça allait durer plusieurs mois, et notamment les données PIB, les données de croissance, on savait qu'on les aurait mises à jour. Donc c'est pour ça qu'on a opté pour une base de données où en fait on peut rentrer nous-mêmes les améliorations. Et quand on le fait, par exemple, si on ajoute une année, le graphique se met à jour aussi en temps normal. Donc c'est clairement une interrogation qu'on avait. Mais qui demande à être vraiment prise en compte en amont parce que tout notre modèle de données du coup est basé sur cette possibilité d'ajouter des données, et on a sûrement en design dû faire aussi des choix
bah voilà, les graphiques sont un peu fixes, on avait 4 types en gros, on avait un certain nombre de couleurs, mais par contre on pouvait mettre à jour autant qu'on voulait. Alors, il y a une question apparemment. Si vous pouviez accéder à un jeu de données non public, lequel choisiriez-vous en priorité? C'est-à-dire, l'idée, c'est quoi la data vise à réaliser de vos rêves. Donc, si vous pouviez accéder à un dataset non public, lequel choisiriez-vous en priorité? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir comme données pour pouvoir aller visualiser le truc dont vous avez rêvé et auquel vous n'avez jamais pu accéder? Je crois je me permets de répondre là-dessus parce qu'on travaille aussi avec des entreprises privées qui ont en interne énormément de jeux de données très intéressants. Et je pense que c'est le rôle de chacun qui travaille dans la visualisation de données, dans l'open data, d'aller prendre son bâton de pèlerin et d'aller convaincre ces entreprises de libérer une partie de ces données qui ne sont pas si sensibles qu'elles veulent bien le croire, et qui apporterait énormément de grains à moudre à tous les data visualiseurs de France. Voilà. Comme par exemple Non. Des exemples de données. Les exemples de données, ça dépend énormément, mais les services marketing, les services internes sortent énormément de rapports qui sont consacrés à l'interne et qui en général, je ne vais pas généraliser, mais il y en a beaucoup qui restent dans les placards et c'est souvent dommage. Pour eux même déjà. Pour eux, exactement, oui. Oui, ça, il y a déjà un énorme travail à faire à l'intérieur même des entreprises. Oui, c'est le cas. Et mettre à contribution l'extérieur, je pense que ça serait aussi une évolution intéressante pour eux. Certains d'entre vous ont déjà bossé avec des équipes de data warehousing, justement, de business intelligence dans une entreprise. Donc, vous bossez sur des grosses bases de données, des boîtes privées qui viennent nous demander la visualisation de données. Ça commence, ça, ou pas? C'est mieux avec le micro, juste pour à la fois la vidéo et la retransmission audio. Vous pouvez reposer votre question peut-être avec le micro. Donc la question c'était, est-ce que les gens qui font des data visualisations commencent à travailler en entreprise sur des datasets donc privés avec les équipes de data warehousing et business intelligence? Et ma réponse est oui, bien sûr. Et pour en fait une raison qui finalement s'impose de plus en plus naturellement, en tout cas c'est ce que mon équipe constate, c'est que finalement en entreprise, les gens en ont un peu marre de la BI à l'ancienne et sont très demandeurs d'expériences utilisateurs aussi satisfaisantes que celles qu'on a aujourd'hui dans l'informatique personnelle. Et donc cette idée d'amener la même qualité d'expérience utilisateur dans l'informatique professionnelle que dans l'informatique personnelle, ça commence à être quelque chose qui rentre en entreprise. Et derrière, il y a en tout cas quelque chose de très intéressant, c'est qu'on se rend compte qu'en entreprise, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas besoin de manipuler les données, qui ont juste besoin de l'information. Ces gens-là, c'est pas du tout des data analystes, c'est des gens qui vont avoir besoin de reporting, qui vont avoir besoin de faire des objectifs, de faire de la planification, de communiquer avec leurs équipes, etc. Ces gens-là, ils n'ont pas vraiment d'outils aujourd'hui qui soient capables de tirer l'information des données sans avoir besoin de les manipuler. C'est des personnes qui vont être contraintes d'utiliser soit des outils de BI assez lourds, soit du Excel, et c'est deux types d'outils où on est obligé de manipuler. Et c'est pas des data analysts, et leur métier c'est pas de manipuler les données, eux ils aimeraient avoir juste l'information bien contextualisée au moment où ils en ont besoin, de la façon qui sera la plus aisée pour eux pour la réutiliser. Et ça n'existe pas trop. Et c'est très intéressant aujourd'hui dans ce qui se passe en entreprise pour l'intégration de la visualisation de données en entreprise. Pour répondre à votre question, moi je vous invite, donc je vous ai expliqué que ce Data Tuesday s'inscrivait dans un événement plus large qui s'appelle ExpoVis, que vendredi il y a une conférence consacrée à la data visualisation aujourd'hui et demain, qui va alterner à la fois des tables rondes sur un certain nombre de sujets et des focus sur des points particuliers. Donc vous avez par exemple Claude-Henri Mélédo de l'ADC6 qui justement va traiter la question d'une informatique décisionnelle plus visuelle sur l'expérience utilisateur et sur la data visualisation comme un outil de pilotage des organisations, mais avec cette dimension sur une meilleure visualisation à partir des données internes aux entreprises et aux organisations de manière globale, parce que du côté des organisations publiques, c'est exactement les mêmes problématiques qui peuvent se poser. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui.
Bonsoir. Aujourd'hui, vous avez un public assez, je pense, très épais sur les données, sur la data-visualisation. Est-ce que vous pensez qu'à un grand public, il y a une bonne réceptivité de sujet? Est-ce que vous pensez qu'il faudrait de l'évangélisation, des événements comme cette semaine, pour aller beaucoup plus? Est-ce que ça fait vendre les données au grand public? Nous, on était sur Future Ensemble le week-end dernier, les quelques jours avant. On présentait cette application à l'ère démocratie. Et elle était en libre service, les gens pouvaient jouer avec, explorer. Et c'est un super retour pour voir que les gens spontanément s'approprient bien l'application, la manipulation, l'information, et spontanément échangent. On a vu un peu tout, on a vu une professeure des écoles nous dire qu'elle allait l'utiliser en classe, on a vu des personnes de tous âges débattre autour de ce qu'ils voyaient, pas l'interface en fait. L'interface semblait assez transparente et ils débattaient de « Ah tiens, les États-Unis c'est ça, et ici pourquoi c'est ça, et si je compare avec ça, qu'est-ce que ça donne, etc. » Donc pour le coup, nous, retour utilisateur, plutôt chouette sur Future Ensemble. Donc voilà, bien entendu, Expoviz, on s'inscrit totalement dans cette lignée-là en termes d'appropriation de culture de la donnée par tout le monde. Et le biais de tout ce qui est visualisation nous est apparu comme étant un vecteur important sur une appropriation citoyenne de cette culture de la donnée, en lien et en croisement des problématiques open data, des formes de visualisation, de la diversité des systèmes de représentation qui sont proposés, des enjeux autour de la manipulation possible, puisque toute visualisation est une interprétation, d'en finir un petit peu avec le mythe de la donnée brute, puisque ma mère n'a rien à faire de la donnée brute. Elle, ce à quoi elle va pouvoir accéder, c'est via des formes de visualisation à une information peut-être plus digeste pour elle, pour pouvoir appréhender des phénomènes qu'elle ne connaît pas forcément. Voilà. Donc c'est en partie les enjeux auxquels on essaie de répondre pendant Expoviz. Au-delà du fait d'avoir des experts et des présentations, c'est aussi une exposition grand public où ce qui est présenté, ce que je vous invite à voir tout à l'heure au moment du pot convivial qu'on vous propose à la sortie, c'est de profiter. On est dans le cloître, il fait beau, il fait chaud dans cette salle, il fait bien meilleur dehors, mais c'est de profiter des panneaux et également de profiter du parcours d'exposition qui vous est proposé. Finalement plus, vu que tu as à peu près prolonger le propos de Caroline, c'est ce que je voulais dire. Mais en deux mots, effectivement, dire que je pense que l'intérêt, un des grands intérêts sur la question de l'appropriation et l'évangélisation, si justement le design vient rencontrer les questions de visualisation d'information, et si ces mondes se rencontrent là, c'est justement pour faire tomber les barrières et tendre, et en tout cas aspirer à ces objets pour lesquels il y a en fait plus de filtres quasiment et pour lesquels on accède directement à l'enseignement sans même se poser la question de la complexité d'interface de la façon la plus fluide possible, ce qui différencie effectivement les systèmes experts qui eux sont là pour construire la donnée, pour la consolider, pour se construire une vue experte sur la donnée, de dispositifs qui sont plus des dispositifs de narration, quelque part, de narration de la data, qui ont déjà prédécidé d'un chemin interprétatif, d'une histoire à raconter, et qui vont vous accompagner dans cette histoire qui est déjà déterminée. Et c'est effectivement dans cette distance, en tout cas dans ces deux opposés, que le design va prendre plus ou moins d'importance et que la data va prendre plus ou moins d'importance. Donc finalement, une bonne data vis n'a pas besoin d'être médiatisée ou d'être poussée, ne mérite pas d'évangélisation, parce qu'elle porte en elle-même, je pense, sa propre évangélisation si elle est réussie. Sur ce point, je voudrais justement ajouter que c'est pas seulement une lubie designer, c'est un nouveau vocabulaire qui est en train de se mettre en place et qui passe pas seulement par les objets de data-visualisation qu'on voit aujourd'hui ou qu'on verra à l'expo, qui passe aussi par le fait que de plus en plus de monde possède un smartphone, un ordinateur avec des interfaces qui sont de mieux en mieux gérées et qui utilisent des data-visualisations naturellement dans leurs interfaces. Donc c'est un truc qui se démocratise par plein de biais. C'est pas seulement la data visualisation qui est en train de se répandre, c'est aussi le design et le graphisme qui est en train de pénétrer la société. Oui, même au-delà, nous on a constaté qu'il y avait un vrai intérêt aussi pour la donnée en elle-même, parce que bien évidemment c'est parce qu'il y avait un angle politique et un angle visualisation aussi, mais on a énormément de personnes qui sont allées voir dans les données en elles-mêmes, qui nous ont fait des retours, etc. Et on a sorti une autre app il y a quelques temps qui était sur la guerre d'Algérie avec des documents qui sont vraiment
des archives militaires, etc. Et on a été assez surpris parce qu'on a énormément de visites dessus et des gens qui vont vraiment consulter, qui commentent les docs, etc. Donc finalement, quand il y a un bon angle d'attaque, je pense que les gens ont vraiment envie de se plonger dans même les données qui ne sont pas forcément très accessibles au départ. On va prendre une dernière question. Bonsoir. J'en parle un petit peu sur l'accessibilité ou en tout cas l'évangélisation de ce type de données, de visualisation. Et aussi donc l'accessibilité. D'après ce qu'on a pu voir, c'est beaucoup des applications web. L'utilisation des jeunes aujourd'hui, c'est plus le mobile. Est-ce qu'il y a des applications mobiles pour la data visualisation? Quelqu'un peut répondre? Non, mais je pense que la plupart des applications en fait, qui ont été montrées ici sont compatibles, peuvent être consultées sur mobile, à l'exception des miennes. Non, mais à l'exception, effectivement, enfin, celles que je vous ai présentées, qui sont historiquement chez nous, on bossait avec du Flash, merci Steve Jobs d'avoir tué le Flash. Et voilà, mais tout est en train de basculer en HTML5 aussi, on est dans cette contrainte-là. Ça prend un peu plus de temps parce que les cartographies qu'on fait présentent une certaine complexité en termes algorithmiques qui fait que le HTML5 ne permet pas encore de les réaliser à l'identique. Mais la plupart des applications sont sur mobile en fait. Mais le HTML5, ça ne veut pas dire que c'est disponible sur mobile, c'est l'écran il est plus petit qui n'est pas disponible de la même manière. Oui, L'interface ne transforme pas l'interface de la même manière sur un écran d'ordinateur et sur un écran de smartphone. Je pense qu'on est plutôt d'accord là-dessus, effectivement. Je sais pas si les personnes qui sont là, effectivement, ont pensé à des déclinaisons de leur dispositif sur mobile. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que sur les produits qu'on vend en entreprise, on a des déclinaisons mobiles qui sont évidemment totalement différentes de la version tablette ou ordinateur portable, enfin, ce qui est plutôt une évidence. Les meilleures merci beaucoup pour votre intervention. Les meilleures choses ont une fin et en fait on a une petite tradition, on a deux petites traditions avec les Data Tuesday. La première c'est d'avoir un cocktail à la fin qui va vous permettre de prolonger l'échange et de poser vos questions, il ne faut pas les garder. Et la deuxième c'est de faire un petit sondage dans la salle à chaque fois et de regarder qui est venu. Et justement, donc ce soir, je vais commencer, je pense, par les gens qui sont à l'honneur, qui se déclarer grand public, c'est-à-dire n'a pas un intérêt dans son entreprise, dans son laboratoire ou dans son association du coin à être... je vous demande juste de lever la main. Ok, qui vient dans labo? Dans le laboratoire, pardon. Qui a un intérêt avec sa boîte, est là pour le data journalist? Ok. Pour la data vise? Ok. Avec sa boîte pour le big data? Ok. Qui est VC? Ouais. Et pour terminer aussi, il y avait Frédéric de SAP qui voulait faire une annonce. Tu sais. Donc on fête le 40e anniversaire de SAP. Et donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous. Et en fait on lance un programme pour les startups autour des big data et des visualisations. Donc c'est bien le thème de cette soirée en fait. Ce qu'on recherche, c'est les startups qui ont envie de capitaliser sur les entrepôts de données SAP. Donc on a un programme qui est mis en place cet été en France. Et on va faire une sélection d'une dizaine de startups en septembre pour avoir un accès au VC et bien sûr développer autour de la technologie ANA, qui est la technologie SAP Big Data. Donc si vous avez envie d'avoir plus d'informations, expérience SAP /community/startups. Ou sinon vous venez nous voir durant le cocktail et plus d'informations. Donc la fonderie a été ravie d'accueillir cette session des Data Tuesday, qui était la dernière avant l'été, dans le cadre d'Expovise, elle-même, événement lui-même organisé dans le cadre de Futur en salle, donc là c'est un peu les poupées russes, tout ça y est bien entendu. Je vous invite à découvrir les panneaux d'exposition. Il y a une salle numérique, mais je ne pense pas qu'on va l'ouvrir ce soir pour vous. Donc pour le moment, vous allez avoir ce contexte des panneaux pour en profiter pendant le cocktail. Voilà. Merci à vous d'être venus. J'espère que ça vous a plu et j'espère surtout que vous reviendrez dans l'exposition.